Et c'est parti pour le top et le flop. Et Eric, c'est à vous de vous y coller. Un exemple de dirigeant ayant réussi à lier objectifs mesurables de rentabilité et impact positif. Alors Thomas en a donné dans sa chronique au départ. Non, moi je voulais plutôt commencer par un flop. Et un flop, c'est une forme géométrique. Donc pour moi, c'est cette forme géométrique de la pyramide. En fait, on s'est installé dans les imaginaires sur ce type de leadership. Donc un général d'armée qui est très descendant, avec un leader qui sera très dans le «tu dois faire ça». Et donc pour moi, c'est complètement obsolète. Donc c'est ça mon flop. Et donc mon top, ben, c'est l'inversion de la pyramide. Et donc un leader ou une leader qui se met en position de soutenir ses équipes et plutôt dans une question de type comment je peux t'aider à réussir. Voilà, donc c'est vraiment cette visualisation moi qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Donc voilà, mon top. Mais est-ce que vous avez des exemples de Alors au niveau dirigeants? d'exemple, alors Ouais, parce on qu'il a faut de la des gens chance. concrets. On a de la chance ici puisque sur ce plateau, on a Sophie avec nous qui est un exemple de leader qui nous dans la Convention des entreprises pour le climat nous a beaucoup marqué, qui est vraiment exemplaire. Et donc qui est dans ce leadership, de ce qu'on peut sentir, qui est soutenant pour un projet d'entreprise, un projet collectif, et aussi qui est capable de donner du sens, de donner une vision. Il y a aussi cette idée d'avoir un coup d'avance dans ces leaders, donc on aura un témoignage de Sophie. Mais voilà, pour nous, voilà, ce serait un exemple de leader de demain. Mais peut-être pour dépersonnifier un peu, parce que Sophie disait justement, on cherche toujours des héros. Et là, ce qu'on cherche peut-être à partager davantage sur l'émission, c'est des idées Des concrètes modèles. qui peuvent être Mm. appliquées. C'est que, en fait, évidemment, le côté très pyramidal, hiérarchique, semble être de moins en moins adapté aux attentes du monde moderne et notamment des nouvelles générations qui arrivent. Mais néanmoins, il y a des contre-exemples quand ils sont poussés trop loin, d'entreprises par exemple qui se veulent libérer, c'est-à-dire on supprime des strates hiérarchiques, on laisse les personnes s'autonomiser et se débrouiller toutes seules. Et là, ça peut aussi provoquer des dégâts parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec le fait de devoir se débrouiller tout seul, ne plus avoir de manager, avoir besoin d'un cadre. Et évidemment, tout est question d'équilibre. C'est sans doute ça qu'on va essayer d'aller travailler sur la séquence suivante dans l'émission. C'est quel est le bon équilibre Mhm. entre un leader charismatique, un peu tutélaire, mais aussi une forme de libération des individus qui sont en dessous, qui ont plein de potentiel à révéler avec lui. Est-ce que ça vous fait réagir? Dans les tops, moi je réfléchis à Burzorg, qui est un exemple assez connu et qui a été ressorti par Lalou dans son bouquin Reinventing Organizations. Et en fait, c'est une boîte, je crois, qui est néerlandaise et qui avait un énorme problème de rentabilité, de modèle d'affaires qui fonctionnait pas du tout. Et c'était des réseaux d'infirmiers et d'infirmières de quartier. Le truc était totalement désorganisé. Il y avait une énorme souffrance au travail parce que les infirmiers et infirmières avaient l'impression de pas vraiment bien servir leurs patients parce qu'ils faisaient du chiffre en fait. Donc ils allaient passer quelques minutes seulement chez chaque patient. Donc ils avaient la sensation de pas bien travailler. Les patients eux-mêmes se sentaient maltraités. Et de fait, en plus, le système fonctionnait pas très bien en termes de calendrier, d'agenda. Et donc globalement, ça perdait de l'argent. Et puis le leader de l'époque, c'est donner la possibilité finalement de faire redescendre les décisions et notamment les décisions d'agenda et d'organisation au niveau d'un quartier. Et donc il disait aux infirmiers et aux infirmières d'un même quartier, organisez-vous entre vous parce que vous avez l'air d'avoir des idées finalement pour mieux faire les choses et donc c'est pas moi qui vais vous attribuer vos patients, c'est plutôt vous qui allez vous organiser entre vous pour savoir bah tiens tu vas voir madame machin, en passant est-ce que tu peux déposer ça à monsieur bidule, etc. Et en fait en quelques mois il semblerait que l'organisation s'est affinée, le plaisir de travailler est revenu. Les gens passaient le bon temps, donc parfois très peu de temps, parce qu'il n'y avait pas besoin de passer beaucoup de temps chez un patient qui n'était pas en souffrance, et en revanche passer un peu plus de temps chez un autre. La qualité est revenue aussi, et l'État a même été satisfait du service rendu. C'était une délégation de service public qui était rendue par cette entreprise-là, et je crois qu'ils ont eu des notations de cotation en bourse incroyables après, etc. Donc comme quoi, c'est un bon exemple à relire peut-être dans le détail, je suis peut-être un peu trop floue, mais je trouve que c'est intéressant de se dire que des fois, tu fais redescendre le niveau de l'organisation sur les personnes qui vont souffrir ou subir cette organisation si elle est mal fichue. Et c'est de dire, organisez-vous si vous avez la solution finalement pour votre quotidien. Mais tu as un top, un flop? Oui, un autre exemple qui, moi, je trouve très inspirant, c'est le cas de Nexens, dont le PDG est Christopher Guérin. Et au moment où ce PDG arrive à la tête de l'entreprise, en fait, on pense que l'entreprise est en bonne santé, c'est-à-dire elle est en croissance économique. Mais en fait, elle est proche d'une OPA
et ils décident de changer la manière en profondeur dont l'entreprise regarde la performance et la réussite. Et donc Nexans, c'est le numéro 2 mondial des câbles, donc c'est une grosse entreprise. Et donc, ils ont changé complètement de modèle, et ce qui est la réussite, au fond. Et donc, de dire que en fait, la croissance volumique, la croissance du chiffre d'affaires, c'est pas un bon indicateur par rapport aux défis du monde et à l'entreprise en elle-même, ni en fait les parts de marché. Par contre, la profitabilité, c'est un bon indicateur. Et l'impact environnemental de l'entreprise, c'est un bon indicateur. Et l'engagement des collaborateurs, c'est un bon indicateur. Et donc derrière, plein de sous-indicateurs. Mais en tout cas, ils ont reconstruit un modèle autour de ce triptyque. Donc c'est le modèle E3. Et c'est un vrai modèle de résilience, en fait, de performance long terme. Et donc, en fait, ils ont resserré de 17 000 clients à 4 000 clients. Ils ont fait du moins mais mieux. Et ils sont allés au bout de ce modèle où ils ont retrouvé de la rentabilité. Et au final, c'est le même exemple, en fait, un cours de bourse en fait, qui a Qui a fait x4. Qui a fait x4. C'est quand même assez impressionnant en quelques années, tout en ayant une responsabilité écologique, environnementale beaucoup plus poussée. Et du coup, l'engagement des collaborateurs qui a à la fois un impact positif et, on l'a dit, un levier en fait, de ces transformations. On a besoin avant tout des collaborateurs pour les mener. Oui, peut-être pour creuser un peu sur le cas de Nexans et ces témoignages de Christopher Guérin, qui d'ailleurs donne pas mal de conférences. Donc le modèle E3, c'est réconcilier économie, donc les résultats économiques, l'environnement, l'impact environnemental et l'engagement des équipes. Dans son approche, il a une approche très innovante sur le dialogue social dans son entreprise. Il s'est tourné vers les syndicats, vers les représentants du personnel pour construire le projet d'entreprise ensemble. Il a fait ça dans tous les pays du monde. C'est quand même une boîte qui fait 8 milliards de chiffre d'affaires, 40 000 employés. Et donc cette approche justement du dialogue social et de mobiliser les équipes, ça c'est hyper innovant et ça a donné des résultats. Alors il se trouve que chez Norcis, on a un fonctionnement qui ressemble beaucoup à ce que tu viens de décrire, Eric. Et ce que je voulais ajouter aussi, peut-être pour nourrir les échanges suivants, c'est que très souvent, quand on pense leader, on pense aux directions générales, aux dirigeants, aux dirigeantes des entreprises. Et très souvent, eux-mêmes viennent du monde du business, de la vente. Souvent, ce sont des profils commerciaux qu'on fait monter au poste de direction générale. Chez nous, il se trouve que Mathilde Dury, notre DG, est une personne qui vient du monde des RH. Et comme par hasard, on a un fonctionnement qui est très centré sur l'humain, parce que son cœur de métier et ce sur quoi elle s'est construite, c'est l'épanouissement des individus au service du projet d'entreprise et de leur propre bien-être. Et donc, comme par hasard, on a un fonctionnement plus démocratique, on mobilise beaucoup les équipes dans la gouvernance. Et aujourd'hui, ça nous donne plutôt raison sur la stabilité et la pérennité de la boîte, même sa performance économique au regard du secteur dans lequel on est. Merci à tous les quatre pour ces exemples. On passe à notre débat.